Ce n'est pas de la colonisation, nous sommes victimes d'agression. Pourquoi la France ne parle pas de colonisation allemande? Pour comprendre le panafricain, il faut d'abord demander aux panafricains quelle est votre idéologie. La formation politique dans nos pays est très très bas. Quelles ont été vos premières influences? Le temps que je me suis battu, je n'ai pas quitté Tombouctou. Ils se battaient pour leur indépendance et ils se battaient contre des pays qui étaient des pays libéraux. Journaliste de formation, panafricaniste convaincu, auteur de plusieurs ouvrages et tout récemment membre de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, je reçois Ibrahim Bouini Adjaouyakoui Ibé, les Panaf. Ibé, bonjour. Bonjour Agallo, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers ton podcast. Et c'est un honneur de te recevoir. On a calé plusieurs fois, mais compte tenu de tes engagements, de mes engagements à moi aussi, on n'a pas eu l'occasion. Tout repose sur le destin, c'est le destin qui décide. D'accord, Ibrahim. Merci une fois de plus. Et tu peux te présenter dans tes propres mots. Merci Agallo. Moi, je suis Ibrahim. Mon père, c'est Cheikh Bouini Kouta. Je suis journaliste et communicant de formation. Je suis enseignant des sciences de l'information et de la communication et doctorant aussi en communication. Je suis un panafricain, pas un panafricaniste, mais un panafricain et convaincu. D'accord. C'est quoi la différence? Je parle de ça dans mon premier ouvrage qui est sorti en novembre 2015, que le panafricaniste, ça peut être quelqu'un qui est sympathisant du panafricanisme, qui ne le vit pas pour autant, qui le soutient. Voilà. Moi, je suis un panafricain, je vis le panafricanisme, je crois au panafricanisme, je me bats pour la réalisation du panafricanisme. Je ne suis pas un admirateur du concept, je vis et je travaille dans la mise en œuvre de l'idéologie. D'accord, merci pour ces explications. En fait, pour qu'on a commencé par le panafricanisme, ces derniers temps, s'il y a quelque chose qui revient en tout cas au cœur des discussions, c'est vraiment le panafricanisme. D'aucuns pensent que le panafricanisme, c'est un mouvement d'abord culturel et d'autres pensent que le panafricanisme n'a pas un modèle économique. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens? Vous savez, Gallo, moi je l'ai dit aux gens, même par rapport à la question du panafricanisme, de panafricain, j'ai dit à beaucoup de gens, ce n'est pas à l'Académie française de donner un sens à une idéologie. C'est à ceux qui portent l'idéologie de dire ce qu'est leur idéologie. Maintenant, ceux qui sont en dehors de l'idéologie, quelqu'un qui n'est pas panafricain, qui ne croit même pas au panafricanisme, il peut dire du panafricanisme ce qu'il veut. C'est un commentaire, c'est un jugement. Mais celui qui croit au panafricanisme, qui a adhéré à l'idéologie du panafricanisme, qui se bat pour la réalisation du panafricanisme, il a le devoir de dire aux autres c'est que le panafricanisme. Maintenant, vous savez, moi je l'ai dit, il ne faut pas aller lire. Il ne faut pas aller lire. C'est-à-dire quand tu vas aller lire pour parler du panafricanisme, tu vas te tromper. Parce que tu vas lire quoi? Tu vas lire ce que les autres disent de nous. Mais va nous lire. Les panafricanistes. Oui, il faut aller lire les panafricains eux-mêmes. Il faut aller lire ceux qui sont des panafricains. Il faut aller lire ceux qui se battent pour la réalisation de l'idéologie. Aujourd'hui, en 10 ans, nous avons réussi ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 50 ans. En 10 ans, nous avons pu enlever le panafricanisme dans la rue pour l'amener au sommet de l'État. C'est un travail que nous avons fait, qu'ils n'ont même pas vu venir. Quand vous parlez de « vous parlez de qui? Je parle de ceux qui ne partagent pas peut-être aujourd'hui la vision de ceux qui dirigent l'AES ou de ceux qui se disent panafricains. Ils ne nous ont pas vu venir. Malgré tous les fonds que les services de renseignement des autres pays, surtout du bloc occidental, ont investi dans les ONG, dans les projets, dans les programmes de développement, dans pas mal de choses, malgré les jeunes qui pour nous, ils ont créés, qu'ils amènent pour des trucs internationaux, des modèles qu'ils ont créés pour que le reste du peuple croit à cette forme d'élitisme, malgré qu'ils ont créé le modèle du jeune parfait, le modèle
du politicien parfait, le modèle du leader parfait. Malgré tout ça, malgré tous ces efforts qu'ils ont fournis, nous qui ne sommes personne, qu'on ne voyait même pas venir, peut-être même qu'on traitait de fous, c'est nous qui sommes parvenus quand même aujourd'hui à être au centre du débat politique et même à être aujourd'hui au pouvoir. Donc c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir. Donc quand tu n'as pas vu quelque chose venir, tu peux râler, tu peux essayer d'insulter, tu peux essayer de rabaisser. Maintenant, quand quelqu'un dit que le panafricanisme n'a pas de modèle économique, c'est quoi un modèle économique? Par exemple, quand on parle du marxisme, le socialisme, tous ces mouvements ont leur système. Ok, maintenant dis-moi, quel est le modèle Non, moi je viens. Mais comme c'est toi qui es avec moi sur le plateau, c'est à toi que je vais poser mes questions. Maintenant, quand tu dis, par exemple, tu prends le marxisme c'est quoi? C'est une idéologie économique. Maintenant, c'est-à-dire il ne faut pas confondre une idéologie économique, une idéologie politique, une idéologie culturelle, une idéologie sociale, une idéologie même religieuse. Une idéologie, il y a des idéologies il y a une idéologie qui peut englober 5 choses. Mais il y a des idéologies qui sont uniquement sur des questions. Par exemple, il y a des idéologies qui sont purement des idéologies économiques. D'accord? C'est à l'intérieur de l'économie, tu vas trouver des idéologies différentes. Dans le cas de la politique, tu peux trouver des idéologies différentes. Maintenant, dans le cas du panafricanisme, pour comprendre le panafricanisme, il faut d'abord demander aux panafricains quelle est votre idéologie. Si le panafricanisme est à la fois une idéologie culturelle, politique, économique, sociale, c'est aux panafricains qu'il faut demander leur idéologie ou leur modèle économique. Et nous nous basons sur nos devanciers panafricains. Les panafricains qui ont pris le pouvoir et qui ont exercé le pouvoir ont toujours été des personnes qui sont sociales. Parce que souvent, on confond le social, le concept social avec le concept socialiste. Tu as vu? D'accord. Donc, il y a cette petite nuance que beaucoup d'acteurs n'arrivent pas. Le Mali est une république sociale. Ah bon? Bien sûr, le Mali est une république sociale. On peut ouvrir la constitution. Le Mali est une république sociale, mais elle n'est pas socialiste. Pourquoi social? C'est une idéologie. Quand tu dis que tu es social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses aux plus démunis, que tu penses aux plus faibles, que tu protèges les plus faibles. Donc déjà, le Mali a donné son positionnement idéologique sur cette question. Les panafricains, les premiers panafricains, beaucoup d'entre eux étaient des marxistes. Pourquoi? Parce que, comment est-ce qu'ils se sont peut-être retrouvés marxistes? Parce que le marxisme, pour ne pas dire, c'est-à-dire que l'idéologie économique au sein du marxisme ou l'idéologie marxiste économique, il s'y retrouvait. D'accord? Il s'y retrouvait pourquoi? Parce qu'à la veille de l'indépendance, il y avait un oppresseur, il y avait un agresseur qu'on nous dit à l'école d'appeler le colonisateur. Nous, on sait que ce n'est pas un colonisateur, mais que c'est plutôt un envahisseur. Peut-être un jour, on expliquera aux enfants la différence entre un envahisseur et un colonisateur. C'est des concepts qu'ils ont inventés. C'est leur langue. Donc, la langue de quelqu'un, il peut manipuler facilement. Bon, je pense donc, à l'époque, c'est la même chose. Envahisseur, non, pas du tout. Parce qu'à partir du moment où on vient sur la terre d'autrui, lui imposer un certain mode de vie, une certaine croyance. On colonise une terre vide. On ne colonise pas où il y a des hommes. D'accord. Ce n'est pas de la colonisation. Nous sommes victimes d'agression. Pourquoi la France ne parle pas de colonisation allemande? Il parle d'occupation allemande. Pourquoi? À la Deuxième Guerre mondiale, les Français ne parlent jamais de colonisation allemande. Pourtant, les Allemands sont restés longtemps. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils ont été colonisés par l'Allemagne. Ils disent qu'ils ont été occupés. Pourquoi nous allons dire que nous avons été colonisés? Donc, on colonise une terre vide. Nous avons été envahis. Il y avait des États. C'est des États souverains qu'ils sont venus agresser. Ils ont violé les principes. Ils sont venus agresser des États souverains. Quand on parle de colonisation, c'est comme les Américains, ils disent qu'ils sont allés en Amérique, c'est-à-dire les Européens qui sont allés s'installer, ils ont colonisé l'Amérique parce qu'il n'y avait personne, c'était des terres libres, ils sont venus s'installer. C'est ça la colonisation. D'accord. Venir s'installer sur une terre vide où il n'y avait personne. Je suis le premier venu, je m'installe. Point barre. D'accord. Voilà. Donc il y a une très grande différence.
c'est juste dit au fait que la formation politique dans nos pays est très très bas. On ne forme pas politiquement nos élites. On ne forme pas politiquement notre peuple. Donc je reviens sur la question du modèle économique. Pourquoi nos gens étaient marxistes? Ils étaient marxistes, pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils se battaient pour leur indépendance et ils se battaient contre des pays qui étaient des pays libéraux, des pays qui étaient des pays capitalistes. Et que dans leur compréhension, c'est que le modèle occidental qui les oppressait était un modèle calqué sur le capitalisme et que c'est la forme la plus violente du capitalisme qui a donné naissance à ce qu'on appelle entre guillemets, la colonisation. Donc il fallait forcément casser cela, il fallait forcément aller sur de nouvelles bases et surtout que les élites locaux ont contribué à accompagner le colonisateur. Au lieu que les chefs de village, les chefs coutumiers, ces hommes-là, au lieu de défendre, se sont plutôt accordés, ils se sont plutôt compris avec le colonisateur pour continuer à opprimer le reste du pays. Donc c'est comme ça que les idées marxistes ont eu un peu de place chez nos gens et c'était les seuls gens avec lesquels nos gens se comprenaient. D'accord? Et nos gens ont puisé cet aspect-là. Mais il y a des panafricains qui ne sont pas. Il y a des panafricains qui pensent que le modèle marxiste n'est pas le meilleur modèle. Il y a des panafricains qui pensent que sur le plan économique, il faut plutôt penser à l'économie libérale. D'accord? Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. D'accord. Marcus Garvey. Garvey. Aux États-Unis. Garvey, il est jamaïcain. D'accord? Mais il a eu de l'aura aux États-Unis. C'est pourquoi les gens parlent des États-Unis. Mais Marcus Garvey, Marcus Garvey était capitaliste. Alors que vous prenez William Edgar Bourgard Dubois, qui est aussi l'un des plus grands panafricains de tous les temps, qui a fini sa vie au Ghana et il est mort, il n'était plus américain, il a régné sa nationalité américaine, mais on continue à enseigner à nos enfants à l'école qu'il est américain, ce qui est très 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 dommage. Donc sa maison, il est Ghanaïen, il est mort Ghanaïen. Non, je vous dis, la formation politique, c'est le problème que nous avons. Donc quand des gens nous invitent pour de tels podcasts, de telles plateformes, on profite vraiment pour faire comprendre à notre peuple certaines choses. Donc, les deux se sont bâtis juste parce que Garvey était libéral. Garvey croyait au libéralisme économique. Garvey pensait que les Noirs devraient créer des entreprises pour concurrencer les Blancs, alors que William Edgar Dubois était plutôt un communiste, pensait que non, il faut donner à l'État le pouvoir de créer les entreprises et à l'État de gérer pour que nous ayons une société égalitaire. Pourtant, les deux sont des panafricains. Maintenant, sur le modèle économique, ils ne se sont pas compris. Moi, par exemple, les deux, je ne suis avec aucun des deux. Moi, je les respecte, ce sont mes dévanciers. Je les aime de la même manière. Je ne fais aucune différence entre eux. Mais je suis plutôt quelqu'un qui croit au social, pas au socialisme. Moi, je pense que l'État devrait avoir plus de pouvoir dans les entreprises pour empêcher à ceux qui détiennent les capitaux de faire ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas pour autant que l'État doit être lui-même le propriétaire des entreprises. Donc, si je comprends bien, vous êtes de ceux qui pensent que l'État doit avoir des actions dans beaucoup de grandes entreprises. Dans toutes les grandes entreprises. Pour moi, quand une entreprise elle est robuste, l'État doit être là pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir protéger son peuple. C'est ça pour moi, être social. Et ça, c'est l'esprit de la République même du Mali, qui est vraiment le fondement même du panafricanisme. C'est le Mali. En fait, quand moi j'entends un Malien dire que le panafricanisme est ceci, ça me fait mal parce que s'il y a un pays qui a inspiré le panafricanisme, s'il y a un pays qui inspire, qui explique, et chaque fois que l'Afrique a essayé de décoller, c'est que c'est le Mali qui a commencé, le combat. Donc, vous voyez un peu ces deux personnes. Ils ne sont pas compris sur la question économique, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne se comprennent pas sur la question politique. Donc, une idéologie ne se résume pas qu'aux questions économiques. Il y a la question politique. Et la question politique, elle est quoi? Nous devrions aller à ce que moi j'appelle le panafricanisme suprême, la création des États-Unis d'Afrique. Et que notre salut, le salut de notre peuple, ne passera que par cette unité politique. Il y a Cheikh Anta Diop qui est un de nos maîtres aussi, qui est aussi un des grands panafricains, que j'aime comme tous les autres panafricains, et je les aime tous de la même manière, je ne fais aucune différence entre eux, mais qui lui veut plutôt qu'on ait les États-Unis de l'Afrique noire.
il ne croit pas aux États-Unis avec les Maghreb, il ne croit pas aux États-Unis avec d'autres peuples d'Afrique. Il pense que c'est seulement l'Afrique subsaharienne qui doit s'unir. Et il a même écrit dans ce sens et il a donné il a écrit un livre, les fondements économiques, culturels. Un concept qui n'appelle pas à l'union. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a c'est pas une certaine différence entre les Africains subsahariens, les Noirs et les Maghrébins, mais appeler à une union uniquement entre Noirs, c'est pas fédérateur, je pense. Non, en fait, il ne le fonde pas sur la question de la race. Loin de là, Cheikh Anta Diop a épousé une femme blanche et tous ses enfants qu'il a eu, que ce soit Samori, que ce soit les autres, ils ont tous, leur maman est une blanche. Donc, ce n'est pas une question raciale, mais c'est du pragmatisme politique qu'il a mis de l'avant. Il voit qu'il est plus facile pour les pays subsahariens de partir ensemble. Les Maghrébiens, même les réunir entre eux, c'est un véritable casse-tête. Tu sais que l'Algérie et le Maroc sont deux pays qui ne soufflent pas dans la même trompette. Mais je viens. Voilà, je viens. Non, pas autant. Non, c'est les élites qui ont un problème. Les peuples n'ont pas de problème. Bon, ça, c'est dans tous les pays. Dans tous les pays. Non. Dans certains pays, c'est pas les Marocains, les Algériens qui collaborent, surtout sur les domaines culturels. Oui, mais c'est possible. Ça, non, la culture, ça, c'est autre chose. Moi, je pense que si la culture, tout le monde collabore. Et la musique, c'est vraiment la chose qui fédère. La musique, le football, ça, c'est vraiment des choses qui fédèrent pratiquement tout le monde. Moi, je parle d'idéologie. Je parle d'idéologie. Maintenant, si Cheikh Anta Diop avait vécu assez longtemps, peut-être il allait réécrire son livre. Moi, je l'aime, je l'apprécie et je ne discute pas. Je sais qu'il a ses raisons et que s'il était là, il allait nous donner ses arguments qui vont nous convaincre. Et moi, je pense qu'il est resté dans le réalisme et dans le pragmatisme politique de son époque. Sinon, s'il avait vu Kadhafi, il allait voir que c'est lui qui a failli nous unir, c'est Kadhafi. Kadhafi, si on ne l'avait pas sauvagement assassiné, aujourd'hui, peut-être il allait nous unir parce que de Sirtre, le 9 septembre 1999, je pense, si je ne m'abuse, de Sirtre à l'autre, là, comment est-ce qu'on appelle ça, en Afrique du Sud, on a fait un grand pas. C'est Kadhafi qui nous a fait quitter l'OIA pour l'IA, qui nous a dit que ce n'est pas une organisation, c'est l'Union africaine. Ce n'est pas l'unité africaine, c'est plutôt l'Union africaine. Il faut aller à l'Union. Donc, je pense que s'il avait vu Kadhafi, il allait comprendre que c'est possible. D'accord, intéressant. Avant de clore cette partie sur le panafricanisme, d'abord, quelles ont été vos premières influences, les lectures ou bien les figures de ces grands mouvements? Non, bon, moi, je pense que ce qui m'a le plus intéressé tout petit, c'est la Révolution. Moi, j'étais passionné par la Révolution. J'ai lu tout le monde. J'ai lu la biographie des gens. Je m'intéressais vraiment à la Révolution de façon globale. Moi, si je connaissais Cheikh Anta Diop au lycée, peut-être je ne serais pas littéraire aujourd'hui. J'allais carrément changer de filière parce que j'allais carrément faire ce qui était utile pour mon peuple. D'accord? Mais je pense que je les ai lus. J'ai connu Che Guevara, j'ai connu Fidel Castro. J'ai connu d'abord les autres. Voilà, les premiers que nous avons connus, c'est Léon Gondra Damas, Aimé Césaire, Senghor. Après, on a su que pour Senghor, c'était vraiment du bluff. Après, c'est ce que les gens disent. Non, moi, je le pense sincèrement. Moi, j'ai vécu au Sénégal. J'ai une très grande... Je ne dis pas que Senghor n'est pas l'un des plus grands poètes de tous les temps. Je lui reconnais que c'est l'un des plus grands poètes de tous les temps. Je lui reconnais que c'est l'un des plus grands intellectuels on lui reproche son pacifisme, par exemple, comparé à Césaire, qui était peut-être beaucoup plus agressif dans ses écrits. Et Senghor, il a peut-être préféré le pacifisme. Non, bon, moi je ne vois pas de pacifisme ou d'agressivité. Parce que le pacifisme, quand souvent tu le fais, c'est de la lâcheté. Le pacifisme à l'extrême, c'est de la lâcheté. Souvent, ça peut être de la stratégie, mais quand tu le fais, tu n'as pas le choix et que tu ne veux pas te battre, c'est de la lâcheté. D'accord? Et que le monde n'a pas été fait par ceux qui sont pacifiques, pour être pacifiques, mais par ceux qui ont lutté, et souvent par la violence, pour s'imposer. Et que les grands hommes qu'on chante dans l'histoire, aucun d'eux ne sont pacifiques. Si on chante Jules César, on chante Alexandre le Grand, on chante Napoléon, on chante je ne sais pas qui. Ce n'étaient pas des gars pacifiques qui caressaient les autres sur leur tête. C'était des hommes qui se sont imposés par les armes, par la poudre à canon. D'accord? Et que le monde n'a été fait que par la guerre. Et que c'est par la guerre que le monde, même le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui,
c'est fait. Donc, c'est des rapports de force. C'est des rapports de force. Voilà. La vie, c'est des rapports de force. Tu es plus fort que l'autre, tu t'imposes à lui. Je ne dis pas que c'est ça la justice sociale, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est comme ça le monde. Malheureusement, c'est ce qu'on Voilà. Donc maintenant, pour revenir à Senghor, à Léon Gontran, c'est eux que j'ai connu à travers le mouvement de la négritude. Et après, quand j'ai creusé, j'ai trouvé que Césaire et Senghor ne sont pas aussi sincères que cela. Parce que pour moi, le verbe, ça ne suffit pas. Moi, voilà, il ne faut pas me chanter qu'il faut être gentil. Il faut être gentil. Ouais, c'est ce que beaucoup aussi ont reproché à Senghor. Pourquoi il n'a pas Senghor, tant pour moi, Césaire. C'est-à-dire pourquoi rester attaché à la France? Pourquoi ne pas demander l'indépendance après le de discours, la Martinique? voilà, après le discours sur le colonialisme, quand même, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mieux écrit que le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et qu'après ça, même le cahier de retour en natal, d'un retour au pays natal, c'est un texte, quand tu le lis, tu ne peux pas ne pas être fier d'être un Africain. Tout à fait. Mais après, concrètement, à part Damas, je ne pense pas que les autres se sont vraiment sincèrement battus pour la liberté de notre peuple. Après, je suis allé découvrir d'autres, j'ai découvert, jusqu'à ce que je suis tombé sur Garvey à travers Bob Marley. Et après, quand j'ai découvert Garvey, j'ai commencé à comprendre le panafricanisme. Garvey, c'est la porte d'entrée du panafricanisme. Tous les autres viennent après Garvey. D'accord, ça, c'est vraiment intéressant. J'espère qu'on aura un autre espace aussi pour parler uniquement du panafricanisme. Il n'y a pas de problème. Ok. Ibé, vous avez parlé des révolutions et beaucoup de gens ont connu Ibé à travers une révolution. Si je peux l'appeler comme ça, c'était en 2019, au moment où le collectif Tombouctou réclame ses droits. Était vraiment un mouvement en pleine effervescence. Et après, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu d'autres personnes qui ont quitté le mouvement pour créer leur mouvement et qui portent les mêmes noms, malheureusement. Et depuis, les gens commencent à penser que Ibé ne lutte plus pour Tombouctou. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Lutter pour Tombouctou, ça veut dire quoi concrètement? Lutter, c'est avoir des résultats. D'accord. Les résultats, la méthode par laquelle on obtient les résultats, ce n'est pas ce qui compte. C'est le résultat qu'on obtient qui compte. Quand on me dit je ne lutte pas pour Tombouctou, ça me fait rire. Je suis aujourd'hui membre de la délégation spéciale de la commune. On va y arriver. C'est lutter pour Tombouctou. Non, on va y en arriver. Tu sais, Agalou, l'homme, il faut le connaître pour pouvoir le juger. La plupart des gens me jugent sans me connaître. Je ne leur en veux pas parce que nous sommes des enfants, toi et moi, nous sommes très jeunes. Moi, j'ai 32 ans aujourd'hui. Peut-être en février prochain, j'aurai 33. Nous sommes très jeunes. Donc, notre vie, en si peu de temps, il y a eu beaucoup de choses. En 2019, j'étais panafricain ou pas? Vous l'étiez parce que vous avez votre livre qui porte même les mêmes noms, ma panafricanité. Quand moi j'écrivais ma panafricanité, le mot panafricanisme ne disait rien aux gens. Tu demandes quelqu'un dans la rue, ça ne lui dit rien. Moi, je me rappelle, depuis que je suis revenu de Gao, je m'appelle IB 124 de Panaf. Et c'est quoi même? 124. C'est un code, c'est dans le Coran, il faut chercher ça. Bon, il faut le dire. Ah non, ça, il faut chercher là-bas. D'accord. Donc, vous voyez, toutes ces années-là, moi, j'ai toujours été un panafricain. Mais, personne, comment dirais-je, mon ami Joël, où qu'il soit aujourd'hui, hein, il a l'habitude de me dire, quand on monte à la radio, il y a les enregistrements, IB 124, le Panaf. Mais eux-mêmes ne savent pas ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai toujours été un panafricain. Et l'objectif d'un panafricain, c'est quoi? C'est la réalisation de l'unité africaine ou de l'Union africaine, la réalisation des États-Unis d'Afrique. Moi, je n'ai jamais cessé de travailler dans le sens de la réalisation de cette unité africaine. Okay. Il est arrivé à un moment de ma vie que je suis venu dans ma ville natale, dans ma région, et j'ai pris la tête d'un combat. Et que j'ai suspendu ma vie à ce combat-là. Mais j'avais une vie. J'étais quelqu'un, je faisais des activités professionnelles, je ne vivais même pas à Tombouctou. Mais quand je suis venu, le temps que je me suis battu, je n'ai pas quitté Tombouctou.
Je me suis bâti. Je pouvais partir après l'activité, aller où je veux, aller aux États-Unis, aller en Chine, aller au Japon, aller prendre une bourse, aller dormir où je veux. Et je suis resté pour me battre. Est-ce que vous comprenez? C'est peut-être ce qui a manqué aux gens qui te reprochent. Voilà, ils ne me connaissent pas en réalité. Les gens disent qu'à un moment, bon, IB maintenant, il se calme, soutient beaucoup la transition. Non, je viens. Le soutien à la transition, on va arriver à ça. Mais tu sais, à Agalou, ce que j'ai dit, il faut connaître l'homme avant de le juger. Tout à fait. En 2018, lorsqu'il y a eu les élections présidentielles de 2018, mais qui a initié Ibeka doit partir? Qui a initié Ibeka? C'est moi. Les archives sont là. J'ai fait une conférence à la Maison de la Presse, j'ai fait une conférence à la Bourse du Travail, où j'étais au Café Jeunesse, on m'a chassé du Café Jeunesse, après au Café Carrefour de Jeunes. On m'a chassé de là-bas comme un malpropre. Après, je suis allé avec mon équipe à la Bourse du Travail. Ensuite, on a tenu une conférence de presse. L'initiative Ibeka doit partir, c'était nous. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas dans son engagement politique. Et cet engagement politique, il a toujours été centré sur le panafricanisme. Et quand l'initiative Ibeka doit partir exister, j'étais le coordinateur stratégique, la deuxième personnalité de l'urgence panafricaniste, que je suis même au jour d'aujourd'hui. Donc, les gens, quand ils ne te connaissent pas, d'accord? Il est arrivé que je suis venu à Tombouctou, j'ai pris la tête d'un combat. Nous sommes allés dans cette lutte et nous avons fait tout ce qui est à notre possibilité. Nous sommes allés au bout, nous avons versé notre sang. Mais dans ces combats, nous avons même mené des combats que les gens n'ont pas compris. Quand nous, on a fait une école, un drapeau, les gens n'ont même pas compris pourquoi on a fait une... Parce que idéologiquement, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous, mais idéologiquement, ils ne comprennent pas nos orientations. Nous avons combattu, à l'époque, on avait des fronts. Il fallait combattre des gens qui voulaient nous imposer un État à l'intérieur de notre État. Et que la plupart de nos problèmes que nous avions à l'époque, ce n'était pas simplement le gouvernement central, mais c'était aussi les acteurs locaux qui nous gouvernaient. Donc il y avait des combats dans les combats que ceux qui sont loin ne peuvent pas comprendre. Et le problème du Tomboxien, je vais te le dire aujourd'hui, il ne va jamais venir te demander pourquoi Agalou tu as fait ceci, ou tu as fait cela, ou que j'ai entendu ceci sur toi. Donne-moi des explications. Les gens ne le font pas. Pourtant, moi, je suis le plus grand causant. Moi, est-ce que quelqu'un m'a une fois arrêté? Même qui que tu sois, quand tu m'arrêtes, tu me poses des questions. Bon, souvent, les gens ont des préjugés. Voilà, donc quand les gens ont des préjugés, ils n'ont qu'à laisser les préjugés. Il faut poser des questions aux hommes, d'accord? Et ensuite, nous sommes rentrés dans l'année 2020. Dans l'année 2020, il y a une situation qui s'est passée dans le pays et par rapport à cette situation, moi, je suis un homme libre. Je suis libre d'être le président du collectif comme d'être dans un autre mouvement ou d'avoir aussi des pensées idéologiques. Quand on est leader, on ne décide pas pour soi. On décide ce qu'on pense être l'intérêt commun. Et bousculer pour que le régime de Ibeka tombe, c'est quelque chose auquel j'ai déjà été là en 2018 pour dire qu'il ne le fallait pas. Même en 2013, j'étais là pour dire que c'était une catastrophe de mettre Ibeka au pouvoir. En 2018, je suis revenu le dire encore. Et en 2020, il fallait qu'il parte. Comme on l'avait commencé avec l'initiative Ibeka doit partir en 2018. Et je n'ai jamais mélangé les collectifs à mes convictions personnelles. Lorsque je pars, j'ai toujours dit aux autres, je pars moi-même défendre mes convictions. Ceux qui veulent me suivre, me suivent. Et je suis parti comme ça. D'accord. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a une anecdote que je vais te raconter. Mon intime ami, c'est Douglas. Ça, ce n'est caché de personne. D'accord? Même si on fait 100 ans, on ne se voit pas, je n'ai pas un autre ami que lui. Sincèrement. D'accord? Et c'est lui et moi, on mangeait ensemble à l'époque. Donc, on déjeunait ensemble, on dînait ensemble. Tout au long du combat, moi, je ne partais pas déjeuner et dîner. Lui, il n'était pas d'accord avec ce que moi je faisais. Mais pourtant, vous étiez ensemble. Mais nous sommes ensemble. Il n'est pas d'accord avec le combat que je menais à l'époque, comme beaucoup d'autres membres du collectif. Mais lui, il est venu, il me dit, hey, je suis venu. Mais tu sais quoi, cette histoire-là? Il faut vite quand même, viens, on va aller manger quand même. Il est venu. On peut ne pas avoir les mêmes convictions, mais être ensemble. Les convictions politiques, les convictions idéologiques n'ont rien à voir avec nos relations sociales. C'est seulement à Tombouctou que quand quelqu'un et toi, vous ne vous comprenez pas sur des questions idéologiques, vous vous divisez. Malheureusement, dans la même famille, peut-être on peut être des partis différents. Bien sûr.
Mais garder cette fraternité. Mais c'est ça la beauté. Dieu nous a donné notre cerveau pour que nous réfléchissions avec. Et moi, je suis parti comme ça dans le combat du M5. Je suis parti dans le combat du M5 et je suis resté dans ce combat du M5. Maintenant, en 2020, malgré que j'étais dans le combat, je continuais à négocier l'histoire du petit bateau. C'est là que moi je dis aux gens, mais attention, vous m'accusez injustement des choses. Malgré que je faisais ce combat, je continue. Aucun d'eux ne sait ce que Boubou Cissé et moi nous sommes dit pour que le petit bateau soit réduit. Ils ne le savent pas. Et on a vu les résultats. Voilà, et on a vu le résultat. Maintenant, après, il y a un nouveau régime qui est venu, des sanctions économiques sont tombées sur le pays, les choses sont devenues plus complexes. Et à partir du 14 janvier 2022, le pays est rentré dans un certain basculement où nous avons été sous un embargo. Et ce jour-là, j'étais avec les membres du collectif. Je les ai dit, ce jour-là, il n'y a pas une histoire du collectif. On est en train, le 9 janvier, ces gens ont pris une sanction contre notre pays et ça n'a rien à voir avec défendre les intérêts de la région de Tombouctou. Parce que si on fait du mal au Mali, les gens de la région de Tombouctou aussi vont se sentir dans ce mal-là. Donc nous devrions aller pour manifester. Nous avons été le 14 janvier, nous avons manifesté avec les autres. Maintenant, après, je suis allé à Dakar pour la marche Dakar-Kétou. Et c'est de là-bas qu'est née l'idée de faire une marche panafricaine en solidarité au peuple du Mali. Et je suis resté dans cette marche, ça m'a pris 2 ou 3 mois. Après encore, les frères de la Guinée aussi ont voulu faire une marche et on a fait aussi cette marche. Je me rappelle. Ça, c'est en 2022. Donc, après ces marches-là, je suis revenu ici à Tombouctou. J'ai réuni les membres du collectif, ceux qui étaient dans le bureau. C'est qui sont les ténors qui étaient là. Moi, je les ai réunis. Ceux qui ont accepté de venir sont venus. Ceux qui n'ont pas accepté de venir ne sont pas venus. Je les ai dit, écoutez, moi, personnellement, il y a une situation politique qui, moi, me dit que je dois soutenir les autorités actuelles parce que pour la première fois dans ma vie, je vais te le dire, moi, j'ai toujours été un opposant. J'ai quitté l'opposition le 24 mai 2021. Toute ma vie, j'ai été un opposant. C'est le 24 mai 2021, lorsque Assimi Goïta a pris le pouvoir, que moi, je suis devenu soutien. D'accord. Et vous avez même créé votre alliance. Je viens. L'alliance n'était pas encore née. Donc, c'est ces jours-là que moi, j'ai quitté l'opposition. Je t'explique que c'est le 24 mai que j'ai quitté. Moi, j'ai fait une émission avec Didak où j'ai dit pratiquement beaucoup de choses que je suis en train de dire aujourd'hui. Peut-être les gens ne suivent pas trop nos émissions. Et après, quand je suis venu en 2022, après les 2 marches, j'ai réuni les membres. Je les ai dit, écoutez, moi, quand même, je vous parle en toute sincérité, je vais créer... Non, j'aimerais que le collectif soutienne les autorités de la transition. D'accord? Les membres ont dit, écoute, quand on a créé le collectif, on s'est fixé des limites et nous devrions rester dans ces limites. Le collectif doit rester un instrument de réclamation, de revendication des droits des populations de la région de Tombouctou. Et la majorité a soutenu cela. Et moi, en tant que premier leader, c'est là que ça me fait rire. Moi, je n'ai jamais pris de décision seul. Les hommes et moi ont toujours pris des décisions seulement. La différence, c'est que moi, je ne reviens pas sur les décisions que nous prenons ensemble. On ne peut pas rentrer dans une maison, nous sommes 10, qu'on va aller à Yobutao faire quelque chose, arriver à Yobutao, que vous changez d'avis et que moi, je change d'avis. C'est là, tous les autres, ils vont t'expliquer pourquoi on ne se comprend pas. On se met dans une maison, on prend une décision, au moment de l'application, certains se retirent. Moi, je n'ai pas cette nature. Moi, je suis un homme que mes principes, quand on se met d'accord sur quelque chose, le lendemain ne vient pas me dire de se retirer de ça. On a pris la décision, on va aller jusqu'au bout. Et quand on s'est mis d'accord, les autres ont dit, moi, il y a beaucoup de gens, il y a des témoins, ils pourront te l'expliquer un jour si le temps ou l'histoire nous le permet. Quand on s'est mis d'accord, je les ai dit, vous avez parfaitement raison, quand on a créé le collectif, on a dit qu'on ne fera pas de la politique, qu'on ne fera pas de l'engagement politique, qu'on ne fera pas autre engagement que défendre les pauvres. Mais moi, je m'appartiens, je les ai dit. À partir d'aujourd'hui, je vous informe que moi, quand même, je vais aller créer une organisation qui va aller dans le sens de la diffusion de notre idéologie et surtout dans le sens de la diffusion de l'idéologie selon celui que moi, je pense, aujourd'hui représente notre idéologie. Ce jour, il n'y avait pas Ibrahim. Il n'y avait pas Ibrahim que les gens chantent aujourd'hui. Il n'y avait pas Ibrahim. Il n'y avait pas Tchani. Il n'y avait pas Sissi. Il n'y avait que lui seul.
D'accord. Donc, on va aller dans ça. Ibrahim est venu un peu après, mais ces jours-là, il n'avait pas l'aura. En 2022, il n'avait pas cette aura qu'il a aujourd'hui. Donc, pour moi, il n'était pas là. D'accord. Donc, moi, je les ai dit, c'est l'autre qui a commencé, on va le suivre. Et on va donner à notre révolution une direction. Parce que ce qui fatigue les révolutions, c'est que tout le monde ne peut pas être porteur d'une révolution. Il faut un seul homme que nous allons tous suivre qui va porter la révolution et nous allons tous être ses conseillers pour que la révolution puisse aboutir. Ce jour, il n'y avait pas AS, il n'y avait pas tout ceci, on ne pensait même pas à ces choses-là. Mais c'est ce que nous avons toujours voulu toute notre vie. Tu prends mon livre, ma panafricaine, c'est écrit noir sur blanc dedans. Et c'est comme ça que Absi a gagné. D'accord. C'est comme ça que Absi a gagné. Pour soutenir les idéaux du président. Oui, du général d'armée Assimi Goïta. Qu'il soit président ou pas, hein. Tant qu'il est panafricain, nous allons suivre. D'accord. Nous allons défendre. D'accord. Merci en tout cas pour ces rappels. C'est vraiment très intéressant. Nos auditeurs découvrent toutes ces facettes d'IB. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, sinon on allait continuer le sujet. Et on va parler de votre rôle, parce que vous avez été récemment nommé membre de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou. Parlez-nous de cette délégation et de votre rôle. Alors, la délégation spéciale, l'arrêté du 17 juillet 2025, qui désigne 7 personnes pour diriger la commune urbaine dans une délégation spéciale, avec comme président M. Yehia Tandina, qui est un chef coutumier de notre ville. Okay. Et après, quand la délégation s'est réunie pour notre première rencontre, le président lui-même a composé son équipe. D'accord. Alors, dans la pratique, c'est les autres membres qui vous chamaillez, vous disputez, vous faites du bruit pour faire la composition. Mais dans notre cas, il est venu, il nous a présenté, je pense que tout le monde a accepté. Je pense que c'est l'une de ses plus grandes fiertés même, qu'il a l'habitude même de raconter quand on part dans les rencontres ou quand on rencontre des autorités. Il a dit, il faut remercier mon équipe parce que c'est des gens, j'ai composé, ils n'ont pas contesté. Moi, j'ai la responsabilité de travailler dans la commission, qui est la commission finance, budget, développement et sécurité alimentaire. Vous savez, les délégations spéciales, ce n'est pas comme les mairies. La délégation spéciale est collégiale. Vous êtes 7, vous êtes obligés, les 7, de vous comprendre pour prendre les décisions. Et une fois que vous prenez les décisions, le président a la responsabilité de les mettre en application. Donc moi, je suis à la commission finance, budget, développement et sécurité alimentaire. Et ça va, on travaille. Voilà, je ne sais pas si tu veux comprendre ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, ce genre de choses. Bon, peut-être ce que moi j'aimerais savoir, c'est peut-être le limite de cette délégation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a par exemple des choses qu'un régime ou bien une délégation qui a été élue peut faire qu'une délégation ne fait pas? Oui, il y a des limites que la loi dit. Par exemple, nous, on ne peut pas emprunter, on ne peut pas recruter du personnel, on ne peut pas créer de nouveaux services. Ça, c'est vraiment des choses que... C'est important, sinon beaucoup vont vous... Voilà, dire qu'on a recruté personne et tout ça. Nous, on ne peut pas recruter en toute franchise. On ne doit pas aussi emprunter, on ne doit pas prendre du crédit au nom de la commune. On ne doit pas aussi... créer, on a parlé de créer de nouveaux services. Voilà, on ne doit pas créer de nouveaux services. Mais vous êtes habilité à vendre les parcelles? Les parcelles, techniquement, ce n'est même pas la mairie qui doit vendre les parcelles. D'accord? En fait, c'est des trucs que le pays a beaucoup changé. Mais seulement, les communes comme les nôtres sont restées trop en retard. D'accord? Nous sommes restés trop en retard. D'accord? Et sinon, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Il y a toute une procédure par rapport à cette question. Et nous, au niveau de la délégation spéciale, bien que le préfet a donné 8 points de cadrage à notre président, mais lui-même, il nous a demandé de travailler que sur des questions principales ou des objectifs principaux, à savoir la mobilisation des ressources et l'assainissement
de la ville. Et je pense que nous concentrons, même quand quelqu'un vient chez nous, il nous parle des questions foncières, on lui dit, écoute, nous on ne parle pas de foncier. Nous on n'a rien à dire par rapport au foncier. Il faut peut-être aller à l'urbanisme, aller au domaine, aller je ne sais pas où. Mais nous, quand même, ici, nous ne parlons vraiment pas. On ne fait pas de transfert, on ne fait rien. Les seules choses que je sais que la commune est en train de faire, c'est les autorisations de construction. Et ces autorisations de construction viennent de l'urbanisme. Voilà. Si ça ne venait même pas de l'urbanisme, même ça, on ne va pas se mettre dans ça. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire dans le futur. Seulement, pour sortir de la question foncière, qui n'est pas mon domaine, et que le président même n'a pas spécifiquement confié à aucun de nous. Il n'y a pas quelqu'un qui est chargé du foncier dans l'équipe des 7. Mais néanmoins, ce que je peux dire pour qu'on sorte de ça, depuis 2014, il n'y a même pas eu de délibération par rapport au foncier. Donc, pour dire que les gens occupent, pour ne pas dire illégalement, où ils sont. Voilà, où qu'ils se trouvent dans la ville de Tombouctou, où ils sont en train de... Cela veut dire qu'on peut s'attendre à tout. Non, mais ils occupent illégalement les terrains. Parce que pour qu'une partie soit morcelée, il faudrait d'abord qu'il y ait une délibération d'abord sur ça. Qui fait cette délibération? C'est le conseil communal. C'est les conseillers, l'ensemble des conseillers. Ils sont 29 dans la commune urbaine de Tombouctou que la délégation remplace avec 7. Donc c'est eux qui doivent faire ça. Ensuite, demander que le domaine public de l'État soit transféré du domaine public de l'État au domaine des collectivités. Et après, d'usage public à usage d'habitation. Donc, tous ces processus-là, ça n'a pas été fait. Et l'autre chose, c'est que de 2021 à aujourd'hui, il y a une décision qui est sortie pour dire aux collectivités que toutes leurs délibérations qu'ils ont eu à faire sur le foncier sont nulles et non avenir. Donc, pour te dire que il ne faut même pas parler de foncier. C'est très sensible et les gens, ils sont là-bas, ils n'ont qu'à rester là-bas en attendant que la vérité les y retrouve. Et que nous, il ne nous fatigue vraiment pas des questions foncières. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mobilisation des ressources. Et sur ça, je peux te dire pas mal de choses sur lesquelles moi, je travaille au sein de ma commission et que l'équipe va, comment dirais-je, valider. D'accord. On travaille sur pas mal de choses. Merci pour ces informations. Puisqu'on parle des fonciers, si en tout cas vous pouvez nous expliquer un tout petit peu sur la situation de la zone aéroportière. Bon, la zone aéroportière, c'est un sujet très très sensible. Très, très Donc sensible. On va en débattre prochainement. Voilà, c'est un sujet très très sensible, mais que les gens comprennent qu'une zone aéroportière ne peut nullement être vendue. Qui que la personne soit, s'il te le vend, il te vend vite. Et que la mairie n'a pas le droit de vendre. Ce n'est pas parce que la mairie, les maires ont vendu quelque chose que c'est légal. Ce n'est pas parce que le maire a signé quelque chose que l'acte est légal. Les actes des maires comme les actes de tout le monde peuvent être attaqués. Et n'importe quel citoyen peut attaquer un acte. Il faut que les gens connaissent leurs droits. Toute décision que vous prenez en conseil communal, sachez qu'un simple citoyen peut l'attaquer devant les juridictions et casser votre délibération s'il n'est pas conforme à la loi. C'est ça. Il faut que tu sais, moi, Galou, ce que j'ai remarqué, les gens ne connaissent pas leurs droits. Et c'est fait exprès, même que les gens ne connaissent même pas. Bon, c'est ce qu'on reproche à nos autorités. C'est-à-dire, malgré les médias, les autorités ne créent pas ce genre d'espace pour vraiment aider les populations à connaître leurs droits. Moi, je remercie par exemple le chargé de com et du protocole du président, Oussou, que chaque fois que des gens viennent chez nous, il s'efforce d'enregistrer. Ouais, c'est super. Il s'efforce d'enregistrer tout ce que nous disons avec ces gens et il diffuse à la radio. Et ça nous aide beaucoup dans la communication. Donc la zone aéroportière, ce n'est pas des zones... On dit une zone aéroportière, on ne peut pas vendre une zone aéroportière. Et l'autre chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est la zone aéroportière. À droite, ce n'est pas qu'une zone aéroportière seulement, c'est aussi une forêt classée. À droite. À droite. Mais est-ce qu'il y a une délimitation? La délimitation, les techniciens le connaissent très bien. Les gens n'ont qu'à se rendre au domaine, ils vont leur dire la véritable délimitation. Comme ça, ils vont savoir que s'ils sont dans une zone dangereuse ou pas. Et un acte
des maires n'est pas forcément parce que le maire a signé que c'est un acte. Ce n'est pas une parole d'évangile. Voilà, ce n'est pas une parole d'évangile. D'accord. Même les décisions que nous prenons sont envoyées chez le préfet. Et le préfet prend un temps de réflexion, un temps d'analyse. Si c'est contraire à la loi, contraire au texte, il nous dit que hey, ce que vous avez pris comme décision là, ça ne va pas se faire parce que c'est contraire à la loi, c'est notre autorité de tutelle. En plus forte raison, des décisions qui se font en catimini, qui n'ont aucune trace. Vous savez, nous, on a cherché des délibérations sur les questions, ça n'existe pas. Alors que dans un conseil communal, la base de toutes les décisions, c'est la délibération. Il faut que les membres se réunissent en session et que vous décidiez de la question. S'il n'y a pas de délibération, le maire ne peut pas prendre d'acte. Pour qu'il puisse prendre un acte, il faut que l'acte ait une délibération d'abord. Et c'est sur cette délibération qu'il va se reposer pour prendre l'acte. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de délibération, l'acte qu'il prend, il est nul et non avenu. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Et on a épuisé plus de 45 minutes. Donc, on va essayer de clore notre entretien. Eh bien, on va faire ce qu'on appelle les questions en rafale. On va répondre par oui ou non directement. Ibé, si tu dois revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais? Beaucoup de choses. Comme? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'accord. Ibé, pour un jeune qui veut suivre ta voie, quel conseil lui donneras-tu? Moi, je lui demande de lire beaucoup, de voyager. Voilà, ça c'est deux trucs sur lesquels il faut lire et il faut beaucoup voyager. Et surtout être avec les vieilles personnes. Ibé, tu as réussi ta mission, oui ou non? Non, je n'ai pas du tout réussi. Ma mission, c'est la fédération. Je ne suis qu'à la confédération. Il me reste la fédération. Le jour qu'il y aura la fédération, c'est bon pour moi. Moi, je vais me reposer complètement. D'accord. Ibé, qu'est-ce que tu souhaites pour Tombouctou dans les jours à venir? Non, je souhaite vraiment que Tombouctou ait les dirigeants qu'il mérite. Ce que j'ai compris, la ville n'a simplement pas eu les dirigeants qu'il mérite. Tombouctou a beaucoup de potentialités. On peut faire beaucoup de grandes choses à Tombouctou. Il faut juste que Tombouctou ait les dirigeants qu'il mérite, des dirigeants qui se soucient plus du développement de Tombouctou que de leur développement propre à eux et de leur famille. D'accord. Ibé, si tu as un dernier mot, ça serait lequel? Un dernier mot, c'est te remercier vraiment pour cette plateforme. Et j'espère qu'on aura l'occasion de parler réellement de sur quoi moi, ma commission est en train de travailler, parce que je n'ai pas eu l'occasion de développer. Il y a beaucoup de petites choses que nous devrions expliquer aux gens, parce que le développement au niveau d'une commune repose essentiellement sur la contribution des citoyens même. Tant que les citoyens ne participeront pas eux-mêmes à la contribution par exemple des rôles, c'est-à-dire de payer leurs taxes de voirie, leurs taxes, leurs TDRL, que les gens qui mènent des activités économiques payent les taxes. Tant qu'on ne paye pas ces taxes, ces impôts, ces redevances, je t'assure à Gallo, personne ne pourra faire quelque chose ici à Tombouctou. Parce que sans cet argent-là, on ne pourra rien réaliser. Donc il faut que les populations contribuent, aident la collectivité en contribuant, et que ceux qui dirigent aussi utilisent à bon escient l'argent que les populations vont contribuer. C'est très important, le pays en a besoin. Et vous, chers internautes qui nous suivez, on était avec Ibrahim Boyini Adjaouyakoui, membre de la délégation spéciale, auteur de plusieurs ouvrages, journaliste et leader associatif. Vous pouvez suivre cet entretien sur nos différentes plateformes TikTok, YouTube, Instagram et Facebook. Et Inch'Allah, je te promets que notre podcast sera diffusé sur Booktou et aussi sur la radio Jamana. Inch'Allah. Merci. À très bientôt.